du coup, merci vous d'avoir accepté d'échanger avec moi. Avec joie. Alors, est-ce que déjà, vous voulez peut-être que je refasse un point sur un peu ce que j'attends, ou du moins ce que je fais Oui, complètement. Ok. Donc, en fait, j'ai un blog qui s'appelle Le Tour de moi-même, que j'ai créé il y a 3 ans cette année, quand je suis partie voyager après que j'ai quitté mon travail. Et c'était pour que les gens me suivent en fait dans mon changement de vie. Et je savais pas où j'allais, mais j'avais envie de les emmener avec moi. Et puis après, je me suis un peu sentie bloquée par la forme écrite. Ça allait pas assez vite pour moi. J'adore écrire, mais ça me prenait trop de temps. Donc, j'ai eu envie de faire évoluer la forme. Et les podcasts, au début, j'avais hésité entre vidéo YouTube ou vidéo audio, seulement, ou audio. Et puis, ça me paraissait plus simple de basculer sur des podcasts juste audio. Et au début, j'étais partie pour faire un podcast sur les médecines alternatives, parce que ça me passionne et que je trouve que les gens ont une partie trop peu confiance dans ce mode de thérapie qui pourtant fait ses preuves quand on se donne la peine d'essayer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours envie de parler de ce qui m'était arrivé, du burn-out, et que ce serait une manière d'accéder, en fait, en fait, ce serait un exemple pour montrer aux gens que ça aide véritablement. Et puis, donc, j'ai commencé mon podcast, je suis allée interviewer les personnes qui m'avaient aidée quand j'ai fait un burn-out. Et puis, je suis allée voir aussi quelques personnes de mon entourage. Et en fait, j'avais une dizaine d'interviews. Et je voyais bien que je n'avais pas du tout fait le tour, pour le coup. Et c'est à ce moment-là, dans ces eaux-là, que j'ai rencontré Olivier qui m'a parlé de vous. Et puis, sur le coup, je me suis dit, bah non, ça ne correspond pas. Parce qu'elle n'était pas là au moment où j'ai fait le burn-out. Et puis, en fait, après, j'ai ouvert le champ des possibles en me disant, bah écoute, suis le chemin. Et puis, tu verras bien quand on a, on va dire, tu sentiras quand ce sera le moment d'arrêter d'interviewer les gens. Mais c'est pas encore le moment. Et donc, du coup, suite à ma rencontre avec Olivier, j'ai acheté votre livre, Ma dépression, mon amour. Ah, d'accord. Sur tablette. Et que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a touchée d'une certaine manière, parce qu'on y reviendra, je pense, après, mais en fait, vous ne faites pas de séparation entre le burn-out et la dépression quasiment. Et du coup, ça m'a un peu poussée dans mes retranchements, parce que moi, j'étais vraiment en train de me dire, bah non, je n'ai pas fait de dépression, c'est complètement différent. Et en fait, c'est l'une des questions que maintenant je me pose en allant interviewer les gens. En fait, ça n'a pas l'air d'être si différent que ça. Hein. Donc voilà. Donc notamment dans notre rencontre, c'est vrai que c'est là-dessus que je trouve intéressant qu'on puisse échanger. Et puis en plus, comme j'ai vu que vous étiez de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et moi aussi, je me suis dit. Donc en fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, c'est qu'on discute comme si on était allé boire un verre avec un micro à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais à distance. Et donc, vous, ce qui est super intéressant dans votre profil, c'est que vous avez à la fois vécu deux burn-out et une dépression, ou deux dépressions et un burn-out. Ouais. Et maintenant, vous avez aussi fait tout ce chemin où vous êtes devenu vous-même coach. Donc ça, je trouve que c'est une belle progression, une belle évolution. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour parler de vous, les différents burn-out et dépressions que vous avez faites? Oui, oui. Alors, ce qui me venait là tout à l'heure, juste avant de démarrer l'interview, c'est que finalement, là où j'en suis aujourd'hui, c'est comme si ce passé-là, il commençait à être très très diffus. C'est-à-dire, c'est comme si au fur et à mesure, il avait cessé d'exister. Donc, mais je vais quand même, on va dire, ramener quelques souvenirs pour peut-être partager ce qui me vient là. La première dépression, en fait, alors moi j'étais quelqu'un à fond dans le travail.
Donc, à fond dans tout. C'est-à-dire à fond dans le travail, à fond dans ma vie de famille, puisque j'avais 2 enfants en bas âge. Donc, très, très investie professionnellement, mais très investie, pas simplement, pas juste en temps. Et c'était pas forcément moi un investissement en temps, bien sûr que je faisais beaucoup d'heures, etc. Mais il y avait comme si le travail était une façon pour moi d'exister. Comme si faire la cuisine, aller sur le marché, faire des bons petits plats à mes enfants, élever mes enfants correctement, etc. Comme si ça faisait de moi une belle personne, une bonne personne. Donc il y a toujours eu chez moi ce côté, on va dire, qui veut bien faire, qui veut pas déplaire, qui veut être parfaite sur tous les plans. Et du coup, qui va aller jusqu'à s'épuiser parce que, en tout cas, ce qui s'est passé chez moi, c'est que plus, plus j'avançais et plus la barre, en fait, elle était élevée. Et donc, moi, j'arrivais jamais au niveau de cette barre. C'était complètement impossible. Donc, à 30 ans, donc voilà, j'ai fait ma première dépression. Elle n'a pas duré très très longtemps parce que on va dire, il y a eu 2 phénomènes, c'est-à-dire tout de suite, à l'époque, j'avais pas ouvert ma conscience, on va dire. Donc pour moi, le seul truc, c'était bon, faut que ça se termine au plus vite. Et donc je prends des médicaments et voilà, et je retourne travailler, quoi. Laissez-moi tranquille avec ce truc-là. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait effectivement. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez battant, assez voilà volontaire et tout. Donc on va dire que ça s'est passé assez rapidement avec les médicaments. Sauf que 2 ans plus tard, comme j'avais rien changé intérieurement, comme j'avais continué ma vie d'avant, comme cette première expérience n'avait pas eu l'empreinte nécessaire pour me faire changer quoi que ce soit à l'intérieur, eh bien 2 ans après, ça a recommencé. Et là, il y a eu une sorte un petit mouvement de recul en disant ok, il se passe quelque chose et c'est pas simplement le travail, c'est pas simplement d'avoir une vie comme ça trépidante ou voilà, je suis partout à la fois. Il y a autre chose. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé on va dire, à m'interroger intérieurement, à considérer que finalement il y avait un tas de désordre intérieur que j'avais jamais voulu regarder. Et voilà, donc il y a eu ce mouvement, on va dire. Alors, cette 2e fois, j'ai aussi pris des médicaments, mais avec aussi on va dire, il y avait tellement de souffrance, ça a révélé tellement de souffrance intérieure. En fait, comme un peu, vous voyez, comme un peu une eau boueuse où on vient racler le fond et là, tout remontait en même temps. Donc là, je me suis pris toutes mes ombres, en fait, en pleine figure. Et ça a été impossible de ne pas les regarder. C'était impossible, en fait. Même si j'avais voulu continuer à prendre mes médicaments, tout ce qui remontait comme ça, je laisse passer là. Tout ce qui remontait comme ça, eh bien, j'étais obligée de m'y confronter. J'étais obligée de le regarder et plus être dans le déni de ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là où, on va dire, j'ai commencé à faire un travail qui a été un travail de connaissance de soi, hein, d'aller voir en fait toutes les blessures, toutes les choses que je me racontais. Et moi, ça jouait beaucoup par, en fait, cette envie d'être parfaite, cette envie de me montrer parfaite au monde, en fait, elle révélait une grande insécurité intérieure, un grand manque de confiance et surtout une mésestime de moi énorme. Et donc, c'est tout ça que j'ai été,
on va dire, obligée, ou je vais plutôt dire, je me suis offert ce cadeau d'aller voir, de ne pas fuir ça. Donc ça s'est fait par étapes, mais on va dire que mon cheminement personnel, il s'est vraiment fait à partir de cette deuxième dépression. Et donc j'ai continué ce chemin avec voilà, des hauts, des bas, mais tranquille, en continuant à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel à l'époque, spiritualité, tout ça, et de plus en plus à avoir des compréhensions beaucoup plus profondes de ce qui se passait. Et puis, contre toute attente, puisque je pensais être complètement sortie de ça, en 2014, j'avais repris à l'époque une activité en entreprise. Et là, je suis vraiment été à genoux. Hein. Donc là, j'ai vraiment fait un burn-out. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment, je comprenais plus ce qu'on me disait, j'étais incapable de réfléchir, je fondais en larmes tout le temps. Et surtout, ça n'avait pas été présent dans mes 2 dernières dépressions, mais dans le burn-out, il y avait vraiment cette impression que la tête était tellement confuse, tellement que je ne comprenais plus ce monde, je comprenais plus rien. On me parlait, je me souviens d'une scène d'un collègue à moi qui rentre dans mon bureau, qui me parlait, et j'entendais ces mots, mais ma tête ne connectait pas ma tête ne connectait pas, il n'y avait pas la compréhension de ce qu'elle était en train de me dire. Et là, à la fois, ça a été un choc parce que je pensais que ce cheminement et ce travail personnel m'avait, on va dire, m'avait éloigné à jamais de revivre ça, ou de vivre ça, parce que c'était quand même différent de vivre ça. Et on va dire que là, ça m'a obligée d'aller creuser encore davantage sous les couches et mettre en pratique, en fait, tout ce que j'avais appris. C'est là où je me suis rendu compte que dans ce cheminement personnel, j'avais emmagasiné un tas de connaissances, un tas d'idées. Certaines, je les avais mises en pratique, mais il y en a beaucoup, en fait, qui étaient restées au stade d'idées, qui étaient restées au stade de connaissances mentales et qui n'avaient pas été intégrées dans ma façon d'être au quotidien. Et c'est vraiment à partir de là où, donc là, j'ai décidé du coup de ne pas prendre de médicaments parce que je savais que je pouvais m'auto-guérir, entre guillemets. Je savais que je ne voulais pas mettre de pansement sur quoi que ce soit. Je voulais vraiment regarder tout ça avec honnêteté. Et puis surtout, ne pas faire que soigner en surface. Vraiment regarder ce qui se passait. Et c'était combien de temps après votre dépression, la deuxième dépression? C'était 12 ans après. Okay. C'était 12 ans après. Et voilà, donc je dirais que là, ça a été très vite. Je me suis relevée vraiment, mais j'étais à terre, hein, vraiment à terre. Mais je crois que ce qui m'a aidée, c'est j'avais une vision du burn-out qui n'était pas une vision mentale et médicale. J'avais cette vision déjà plus spirituelle, j'avais déjà cette connaissance que c'était pour le mieux. Il y avait déjà ça. Donc même si c'était extrêmement difficile, mais c'était extrêmement souffrant, il y avait quand même, j'étais comme deux. J'étais celle qui regardait que c'était souffrant et celle qui était dans la souffrance. Donc, je pense que c'est comme ça que ça m'a permis de rebondir très vite. Et là, j'ai vraiment appliqué, ce qu'on retrouve dans le livre Ma dépression, mon amour, c'est vraiment tout ça que j'ai pratiqué, mais vraiment, vraiment, vraiment au quotidien. Et du coup, moi, ce que j'aime ce que j'ai envie de partager dans mon témoignage, c'est que il faut arrêter de dire que la dépression, on met du temps à s'en sortir. Oui et non.
oui, on peut mettre beaucoup de temps, ou le burn-out, et non, on peut ne pas mettre tant de temps que ça, en fonction de nos propres compréhensions, en fonction de nos propres croyances, en fonction de nos propres résistances, en fait. Et voilà, pour ce premier petit bout d'entretien, voilà ce que j'avais envie de partager. Je ne sais pas si c'est complet ou pas, mais voilà. En tout cas, c'est ce qui vient là tout de suite. Déjà, c'est très clair. Et oui, c'est très clair. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et donc finalement, alors vous faites une différence entre la dépression et le burn-out? Non, toujours pas. Toujours pas. Dans ce que j'ai vécu, alors oui, c'est vrai que dans la façon dont je l'ai présenté, j'ai dit, tiens, ça, cette confusion, enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que quand j'étais en dépression, il y avait cette confusion d'esprit aussi. Mais là, il y a cette scène qui était vraiment très, très présente, dont je me souviens, où je comprenais plus rien. Peut-être qu'aussi dans les premières, j'ai réagi beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je pense que c'est ça la différence, c'est que mes 2 premières dépressions, moi j'étais quelqu'un de hyper, enfin voilà, c'était pas pour moi quoi, la dépression. Donc au premier symptôme, tout de suite il y a eu médecin, antidépresseur et tout. Donc j'ai pas attendu. Dans le cas du burn-out, comme j'avais fait tout ce travail, on va dire, je me disais mais non, mais c'est pas possible, je vais m'en sortir et tout. Et là, du coup, j'ai laissé traîner, j'ai étalé, j'ai attendu des mois avant de réagir. De réagir. Comme je voulais effectivement pas prendre de médicaments, je me suis laissée un peu entraîner là-dedans. Et du coup, je pense que j'étais arrivée à un niveau de saturation qui était beaucoup plus important que mes 2 dernières dépressions où j'avais agi très, très vite. En fait. Donc non, pour moi, il n'y a pas de différence. Je suis pas médecin, donc je veux pas. C'est pas une guerre de qui a raison, qui a tort, etc. Je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Mais simplement, pour moi, en tout cas, et je vais pas peu parler que de ma propre expérience et de rien d'autre, c'est que quand on tombe en dépression, c'est que bien souvent, on est complètement déconnecté de soi. C'est-à-dire que on a reçu dans notre enfance, dans la façon dont on a été éduqué, des conditionnements. On a appris à faire, on a appris à être quelqu'un d'une certaine manière. Et on a oublié que ce quelqu'un, en fait, il est en nous. Donc, on s'est laissé dicter des manières de se comporter, des manières de réfléchir, des manières d'être au monde qui ne sont pas les nôtres. Et donc, ça crée c'est comme si on sortait de nous-mêmes, en fait. On est déconnecté. On passe dans presque, on pourrait habiter un autre corps, quoi. On est complètement plus nous. Et donc, la seule chose, et ça, c'est dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas de la dépression ou dans le cas du burn-out, on a surinvesti la sphère travail, ou en tout cas, soit qualitativement, soit en termes de temps. Et on a oublié tous les signaux, parce que ce que je dis souvent, c'est que la dépression ou le burn-out, ça arrive pas, ça tombe pas comme ça du jour au lendemain. En fait, il y a bien longtemps qu'on a les signaux, mais sauf qu'on est tellement déconnecté de nous-mêmes qu'on les écoute pas. Donc voilà, pour moi, il y a dans les 2 cas, il y a vraiment une profonde méconnaissance de soi, mésécoute de ce qui résonne profondément, mésécoute des blessures qui ont besoin d'être entendues aussi, des blessures de notre passé. Et voilà, donc le chemin, c'est comme on a été à l'extérieur, en dehors, à écouter les autres, à suivre les autres, à s'investir dans le travail, etc. Comme on a donné toute notre attention en dehors de nous, le travail, il est juste... et il est simple, en fait. Il est simple. Et je dis pas que c'est facile. Par contre,
c'est simple en soi. Tout le travail, ça va être de revenir à la maison. Ça va être de revenir à l'intérieur. Ça va être de réapprendre à écouter à travers son corps les émotions, les sensations. Ça va être aussi d'être vigilant sur ce qu'on se raconte. Donc, tout ce qui se passe dans la sphère mentale où il y a bien des choses qui ne sont pas à notre service, qui sont plutôt, on va dire là, pour nous auto-détruire, hein, parce que voilà, quand on prend conscience de tout ce qu'on se raconte de malveillant sur nous-mêmes, on peut ne pas être surpris de tomber en dépression, hein, à force de se dire ces choses. Donc voilà, c'est dans cette pause, et c'est pour ça que la dépression, c'est un cadeau, parce que ça nous force à nous poser. On est bien obligé de s'arrêter. Hein, donc, il y a eu des petits signaux avant, ça aurait pu être plus doux, ça aurait pu être plus facile, ça aurait pu être plus... voilà, si on avait écouté le premier signal, il n'y a aucune raison de tomber en dépression, burn-out. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas? Ce qui fait qu'on n'écoute pas, c'est que bien souvent, la façon dont la plupart des gens ont été éduqués, on a mis la part belle à la tête. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous a appris à apprendre, à réfléchir, tu mets ton manteau, mais toi, tu n'as pas froid, tu ne ressens pas la sensation du froid, mais il faut mettre le manteau parce qu'il fait froid dehors. Donc, on nous a coupés, en fait. On nous a coupés. Moi, je pense qu'il n'y a rien à l'extérieur. Donc, on va dire qu'on s'est coupé. On a choisi de se couper. On a choisi parce qu'on ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là, on a choisi de faire confiance plutôt à des sources extérieures qu'à sa propre ressource interne. Donc, on a dit oui à ce que nos parents pensaient être juste pour nous, et ils l'ont fait aussi avec ce qu'ils savent. Donc voilà, il n'y a pas à leur en vouloir pour ça, parce qu'eux-mêmes, ils ont le bagage du passé. Et nous-mêmes, on a choisi ça dans notre incarnation parce qu'on a besoin d'expérimenter certaines choses. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment parce qu'on n'a pas appris enfin, moi, je le vois dans mon expérience d'aujourd'hui. Donc, il y a eu les dépressions, il y a eu le parcours de coach, tout ça, et d'auteurs. Mais donc, ça fait des années après, on est en 2021, donc 7 ans après. Je découvre encore aujourd'hui une écoute 10 fois plus subtile qu'il y a 7 ans. Et c'est pas fini. Et je sais que ça m'émerveille à chaque fois, parce que c'est magnifique de voir à quel point nos perceptions, on peut tout savoir, on peut être téléguidé en fait dans la vie à chaque moment. Donc pas simplement pour ne pas tomber en dépression, mais bien au-delà en fait, bien au-delà. Voilà, on a toutes les réponses en nous tout le temps. Et donc, il y a le réapprentissage. Oui, en fait, ce qu'on n'apprend pas, en Occident principalement, parce que je pense que ça a l'air d'être différent ailleurs, sûrement à Bali, mais on n'apprend pas à s'écouter. Oui. Alors, non, en fait, ici, oui. Non, parce que moi, j'ai vraiment... bon, ça fait 13 mois que j'habite là, donc quand même, je côtoie beaucoup de Balinais. Non, malheureusement, enfin malheureusement, pas malheureusement, mais en tout cas, il n'y a pas l'écoute intérieure non plus. Alors peut-être sur des choses plus reliées à la nature et tout ça, mais l'écoute de l'émotion, l'écoute des ressentis, non,
c'est pas plus développé qu'en Europe. Ok. Bon, c'est aussi rassurant, hein. Finalement, ça dépend pas du lieu où on est. Non, non. Puis je pense, j'aime pas en plus faire des généralités. Donc voilà, comme partout dans le monde, il y a des gens qui sont à l'écoute et puis d'autres qui ne sont pas. Donc alors il y a certainement des particularités dans certains pays, mais voilà, c'est plus une question d'individu, je pense, que de pays. Ok. Et comment vous vous sentez alors aujourd'hui maintenant, 7 ans après? Magnifique. Magnifique parce qu'en fait, la vie, elle ne cesse de se dérouler. Comme je le disais, quand on prend la décision, cette ferme décision de voyager dans sa vie en conscience, c'est-à-dire de ne plus être victime de nos événements extérieurs, quand on choisit de vraiment prendre la totale responsabilité de qui on est, de savoir qu'un événement n'arrive jamais par hasard, donc il est toujours là pour nous enseigner quelque chose et qu'au fond, on a choisi de vivre ça parce qu'on a besoin de s'élever, hein, de grandir. Et moi, en tout cas, avec cette vision de la vie, je suis beaucoup plus paisible, je suis beaucoup plus sereine, j'ai pas de résistance sur ce qui m'arrive. Enfin, ça m'arrive d'en avoir, évidemment, hein. Mais en tout cas, avec cet œil conscient, la vie est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus simple et je dirais elle ne cesse enfin moi en tout cas elle ne cesse de m'émerveiller chaque jour davantage et de s'ouvrir. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments compliqués, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui remontent, c'est pas cuit les petits oiseaux tous les jours. Hein. Oui, je vais vous lire. C'est pas ça. Hein. Ouais, j'ai une citation qui me fait penser exactement à ce que vous dites. J'ai lu un livre sur le chamanisme qui a été écrit par une journaliste. Et c'est une chamane qui dit « Parfois, certaines personnes font des pratiques spirituelles pensant ainsi qu'elles se prémunissent contre toute épreuve. Mais n'oubliez pas que la vie vous met dans des situations pour vous aider à grandir et à évoluer. Dès lors, ni les cérémonies ni les esprits protecteurs ne vous préserveront des épreuves. En réalité, les pratiques spirituelles vous donnent les outils nécessaires pour faire face à ce que la vie vous présente. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça m'a fait, je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je me suis dit, oui, c'est vrai. Et parfois, on dérive un peu. Oui, et après, on va dire, moi je le vois dans ma propre évolution, comme il y a de moins en moins de résistance, en fait, c'est de plus en plus doux aussi les transformations. Il n'y a plus besoin que ce soit difficile. Ou brutal. C'est-à-dire que c'est reconnu tout de suite et il n'y a pas, ça oppose pas tant de résistance de ça. Ou quand ça en oppose, ça fait vite très mal parce que c'est pas ce qu'on a choisi au fond. On a choisi on a choisi de reconnaître. Alors moi, j'emploie ce mot-là, on est des êtres divins. Après, donc ça, c'est en dehors de toute religion, mais on a vraiment, on vient faire l'expérience de se reconnecter à ce qu'on a de divin en nous. Donc à partir de là, à votre question, comment ça va maintenant, c'est juste magique et je voudrais pas mettre de fausses images derrière le mot magique. Hein. C'est juste, c'est juste, moi je suis émerveillée que plus on est conscient, plus on a la conscience de comment ça fonctionne et plus moins on se fait avoir en fait à tomber dans des pièges ou quand on tombe dedans, on en rigole en fait. On dit ah bah ouais évidemment. On s'attend presque au résultat de ce qui nous arrive, quoi. Enfin, c'est ça qui est chouette. Alors, vous parlez de résistance. Alors, comment vous faites quand vous êtes face à une résistance? Moi, maintenant, ma petite pratique, hein, si je rentre vraiment dans quelque chose de très, très concret, moi, je vais m'asseoir. C'est-à-dire que
Quand je dis je vais m'asseoir, c'est que je vais prendre un petit temps pour me poser avec ça. Et souvent, la résistance, elle a une saveur, c'est-à-dire elle a un goût dans le corps, c'est-à-dire ça se contracte, ou il y a quelque chose, il y a une manifestation physique dans la résistance. C'est toujours lié à quelque chose au niveau du corps. Donc moi, je m'assois et puis je regarde, en fait. Je regarde dans le corps où ça résiste. Et alors maintenant, ça se fait très vite. Ça m'a mis du temps, cette pratique. Quand j'ai écrit le livre Ma dépression, mon amour, c'était en 2016, donc il y a 5 ans. Aujourd'hui, peut-être je le réécrirais. Enfin, je pense qu'il y a tout dedans déjà, mais je le réécrirais peut-être d'une autre façon. Et moi, je le vois que les contractions se dénouent 10 fois plus vite qu'il y a 5 ans. Mais voilà, donc je m'assois, je regarde qu'est-ce que ça fait dans mon corps en fait. Et je me dis, moi j'ai la certitude, j'ai la foi maintenant que s'il y a cette résistance, c'est presque youpi parce que c'est plus là déjà. Et moi vraiment, je me pose en permanence dans cette certitude que si ça c'est là, c'est pas pour m'embêter. Si ça c'est là, c'est que c'est déjà fini en fait. Ça s'est déjà évaporé. Et ça se montre. Voilà, c'est ça. Ça se montre. Ça se montre. Avant, ça agissait en souterrain, comme ça se voyait pas. Là, ça se montre. Oh, ça, j'ai des frissons partout. Là, ça se montre. Donc, eh ben, tant mieux. Tant mieux parce que c'est plus dans la cave, en fait. C'est dans la lumière. Et moi, alors ça dépend, mais il y a des fois, j'ai vraiment, du coup, je vais pas résister à la résistance. Je vais l'embrasser, cette résistance. Je vais la prendre dans mes bras, en fait. Je vais dire, oh, youpi, que tu sois là, quoi. Parce que j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de toi. Voilà, ça c'est fini. Ça, c'était avant. Mais je prends le temps quand même d'accueillir ça. Et, eh ben, ça passe tout de suite. Ok. Alors, je dis ça, c'est dans le meilleur des cas. On va pas se mentir, hein, il y a des endroits un peu plus, on va dire, qui piquent un peu plus, où ça va prendre un peu plus de temps que ça. Pour moi, hein, je parle dans ma propre expérience. Donc voilà. Mais globalement, il y a plein de choses qui peuvent disparaître, s'évaporer très vite quand on résiste pas. Quand on sait que c'est là parce que ça s'en va et que c'est comme si, on peut s'imaginer, c'est comme si on avait une toxine dans le corps et pouf, c'est dehors. Tant mieux, c'est plus dedans. Donc, voilà. Je comprends. Intellectuellement, je comprends. Après, dans mon expérience, pas vraiment. Faites l'expérience, mais ça se pratique vraiment. Moi, voilà, je peux vous dire ça aujourd'hui, mais je vous aurais pas dit ça il y a 5 ans. Parce que j'avais pas, je le faisais occasionnellement, etc. Mais là, c'est vraiment devenu un art de vivre. Quand je dis ça, c'est pas je l'ai pas fait une fois, quoi. C'est presque je le fais tous les jours. Tous les jours, parce que on a tous les jours des raisons, enfin des contractions. Et quand on devient très très attentif à son corps, ce qui est mon cas maintenant, eh ben, comment dire, avec cette vigilance-là, à la seconde, eh ben, on le sait tout de suite quand il y a une contraction. Avant, on s'en rendait pas compte. Il fallait attendre qu'il y en ait beaucoup qui se soient empilés pour burn-out pour s'en rendre compte. Mais plus on est attentif à notre corps, et plus, au fond, on s'en rend compte tout de suite. Donc, il y en a beaucoup des contractions. Donc, si on les prend pas à la racine, à la source, on les laisse grossir. Et c'est comme ça qu'on est malheureux, en fait, tout le temps. Parce que, alors qu'en regardant ça tout le temps, tous les jours, finalement, ça s'empile pas. Donc, on est vachement plus léger. Hein. C'est comme si on marchait sans sac à dos, quoi. Ok, très bien. J'essaierai l'expérience. Et après, c'est qu'en plus, vous avez cette croyance positive qui est de dire que ça apparaît
parce que c'est déjà parti. Enfin, ça s'est déjà transmuté, en fait. Et c'est celle-ci c'est celle-ci qu'il faut qu'il est nécessaire de se répéter au départ. Oui, qu'effectivement, c'est très juste. Ce que vous dites est très, très juste. Et vraiment, merci de le préciser parce que ça m'amène à dire quelque chose de très, très important. Au départ, même si c'est juste une répétition mentale, ok, je vais m'ouvrir à cette idée-là. Je vais m'ouvrir à cette idée-là que s'il y a quelque chose qui remonte, c'est que c'est déjà fini. Et moi, j'ai dit oui à ça. Et vraiment, j'ai dit oui, et j'ai dit oui, et j'ai redit oui à ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je le vivais pas. C'est-à-dire, au départ, j'en faisais pas l'expérience vraiment. Je me disais oui, je veux croire à ça. Vraiment, j'avais dit oui à ça. Mais j'en faisais pas du tout l'expérience dans ma réalité. Mais j'ai continué à me dire ça, oui, c'est ça. Ça, je veux vraiment croire à ça. Et en fait, on sait très bien que nos croyances et notre réalité, elle est malléable, elle n'est pas solide. Donc, croire ça est très aidant. Et au bout d'un moment, la succession de ces oui transforme notre réalité, vraiment. Et donc, au départ, ça peut être juste mental. Et ça se transforme après. Ok. Hier, j'ai rencontré une dame aussi avec qui on a discuté du burn-out. Et elle me faisait part, elle, de sa vision. Alors, elle n'a pas vécu de burn-out, mais elle accompagne des gens qui peuvent être dans cette situation-là ou dans d'autres situations. Et en fait, on en venait à la conclusion ensemble que le burn-out était ce qu'on pourrait appeler un processus égotique. Donc, je m'explique, mais vous l'avez dit plus ou moins, mais c'est pour qu'on échange là-dessus. C'est que finalement, on a cette volonté que les autres nous voient comme parfaits, en fait. Et donc, on s'active, on s'agite pour qu'ils nous reconnaissent dans cette perfection qui, en fait, est illusoire. Et vous seriez d'accord avec ça? Oui, je partage complètement cette vision. Complètement cette vision. Oui, rien à ajouter. Complètement. Oui, je partage cette vision. C'est que. Pourquoi? Oui. Pourquoi on a envie d'être parfait? Eh bien, il y a une seule chose qui veut qu'on soit parfait. On la partage tous. On veut être aimé, en fait. On a juste envie d'être aimé. Et on pense que être aimé égale, être parfait va conduire à être aimé. Et c'est la seule chose qu'on veut tous, être aimé. Mais alors, donc ça veut dire que ceux qui poussent aussi loin, c'est parce qu'ils avaient une blessure d'amour à la base, quoi. On a tous des blessures d'amour. On a tous des blessures d'amour parce que quand on a choisi, quand on choisit de suivre d'autres voies que la nôtre, quand je dis la voie, c'est VOIX et VOIE d'ailleurs, les deux. Eh bien, forcément, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. L'amour, des amours. Oui, forcément, on se perd soi-même. Donc, on perd l'amour qu'on a de soi-même. On est en train de prendre un chemin qui est à des mille années-lumière de qui on est. Donc, en faisant ça, on se coupe de l'amour, enfin, on se coupe de l'amour que l'on a pour nous. Donc, à un moment, ça fait si mal qu'on va être obligé de revenir à l'intérieur et à nouveau on va dire, se faire du bien. Mais quand je dis se faire du bien, ouais, c'est s'aimer, quoi. C'est vraiment s'aimer. Mais s'aimer, ça veut pas dire s'aimer quand tout va bien, s'aimer quand on est dans la réussite, s'aimer quand on a un compagnon, s'aimer quand on a de l'argent, s'aimer comme ça. Non, non. S'aimer, c'est s'aimer quand on a des résistances, c'est s'aimer quand on va pas bien, c'est s'aimer tout le temps, en fait, toutes les parts. C'est s'aimer quand on est joyeux,
pas plus, pas moins, en fait. C'est vraiment rassembler toutes les parts de nous. Je pense qu'on passe des années à retrouver toutes les pièces de puzzle de nous-mêmes qui sont éparpillées à tout vent. On les a jetées, éparpillées partout. Et en fait, on passe des années à récupérer des parts. Et même les ombres, en fait. Parce que les ombres, on a fait ça, en fait. On n'a pas voulu les regarder, on n'a pas voulu les voir. Et donc, on apprend dans ce cheminement à récupérer ces ombres aussi et à les aimer autant que les parts de nous joyeuses et paisibles et sereines et talentueuses et tout ça. Mais alors, comment on fait pour voir ces parts d'ombre et ces parts de lumière qu'on a mis de côté ou qu'on a égarées? En fait, c'est pas compliqué. La vie de tous les jours nous offre ces opportunités. Il n'y a pas à aller chercher, en fait. La vie de tous les jours, chaque journée, nous, on va dire, met sur notre chemin des occasions pour... je vais donner un exemple tout bête. Je rencontre une personne pour la première fois et tiens, je me sens agacée par cette personne ou il y a un truc qui fait que... Okay. Donc, on va dire que dans l'idée d'être tout amour, je me dis tiens, là, je ne suis pas vraiment tout amour avec cette personne. Hein. Ok. Sauf que je sais que cette personne, elle n'est pas du tout à l'extérieur de moi. Cette personne, elle est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc la personne, elle y est pour rien dans mon agacement. Elle a juste été là et elle a appuyé sur juste le bon bouton. Donc moi, je vais regarder. Je vais juste regarder chez moi ce que ça fait. Qu'est-ce que ça croit en fait? Qu'est-ce que je suis en train de croire ou qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Ça vient de d'où ça? Et je vais faire ce travail progressivement. Mais c'est avec tout de tous les jours. Et il y a des milliers d'occasions de voir nos ombres en fait. Donc c'est un miroir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Tout le temps. Tout le temps. Tout ce qui nous arrive, tous les événements de notre vie, à chaque moment. Ok. Alors, je vais revenir pour connaître votre avis parce que, donc, on a dit que les personnes qui font des burn-out, elles ont ce besoin d'être aimées qui existe chez tous les humains et on a tous des blessures d'amour. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui fait un burn-out et quelqu'un qui ne fait pas un burn-out? Puisqu'on a tous des blessures d'amour. Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense pourquoi on fait un burn-out? Déjà, une première chose, c'est que nous ne sommes pas tous au même endroit dans notre ligne d'évolution. Hein, c'est-à-dire que dans cette incarnation-là, on est tous venus faire l'expérience de quelque chose. Voilà. Et tout le monde n'est pas venu faire l'expérience du burn-out, par exemple. Mais par exemple, cette personne-là, elle va faire l'expérience de relations très, très conflictuelles avec ses enfants, par exemple. Donc, on va dire que le manque d'amour, il est chez chacun, à la base. Et on va attirer dans notre vie des circonstances différentes pour chacun. Certains vont avoir des accidents, d'autres vont avoir des difficultés relationnelles, donc ça va être des problèmes d'argent, voilà. Mais on va tous le vivre d'une façon différente. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que si on était tous... Mais quoi qu'il en soit, donc il y a quand même à prendre en compte qu'on est chacun à un stade d'évolution différent, ça c'est sûr. Et deuxièmement, que ça ne se manifeste pas forcément par
enfin, il y a plein de formes, plein de manières d'évoluer. Donc, ça passera pour les uns et les autres d'une manière différente. Bon, c'est ça ce que j'ai envie de répondre Et en fait, spontanément. parce que dans votre, enfin, ce en quoi vous croyez, et ce en quoi je crois aussi, c'est que c'est un choix qui a été fait, en fait, de la part de notre âme. Voilà, on a choisi de vivre cette expérience ou ces expériences en rapport avec la dépression et le burn-out. C'est ça? Oui, complètement. Okay. D'accord. Mm. Et au niveau de votre... alors, vous me dites, s'il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous pouvez me dire que vous ne voulez pas répondre. Mais qu'est-ce que ça a changé au niveau de votre vie familiale? Alors, peut-être il y a eu, comme il y a eu 3 événements forts différents, mais qu'est-ce que ça a changé? Tout. Tout. Bah, c'est-à-dire, on ne peut pas se cacher que, et c'est intéressant que vous parliez de ça maintenant, puisque j'ai accueilli ma fille à Bali au mois de janvier. Cette année? Oui, oui, oui. Et donc, on a pu effectivement se remémorer ensemble, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, se remémorer ensemble ces années-là, justement, qui avaient été assez traumatisantes pour elle, évidemment. Donc, voilà, c'est intéressant que vous me posiez cette question. Donc, oui, sur le moment, pour l'entourage, c'est vraiment hyper difficile. Parce que l'entourage se sent impuissant, ne sait pas, est vraiment démuni face. Et il n'y a rien qui peut, de toute façon, on va dire qu'il peut y avoir des environnements aidants, mais il n'y a rien qui peut aider vraiment quelqu'un qui est en dépression. Ça peut être soutenant, mais ça ne peut jamais guérir complètement quelqu'un. Donc, je peux vous redemander votre question du départ, parce que des fois, je pars dans... C'était au niveau de votre vie personnelle, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu des gros changements? Donc, il y a eu, évidemment, pendant que ça se passe, c'est compliqué pour l'entourage, ça c'est sûr. Et je dirais que ce qui a changé, c'est pas le fait d'être passé par la dépression. Ce qui change les relations qu'on a avec, enfin moi en l'occurrence avec mes enfants, plus on est dans ce cheminement de conscience, plus les relations deviennent faciles parce qu'on ne projette plus sur l'autre. Je projette plus sur mes enfants où j'ai pas d'attente. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me contracte par rapport à un mot, une attitude, moi je reviens dedans parce que je sais j'ai pas d'enfant à l'extérieur de moi. J'ai juste à regarder dedans. Donc du coup, comme il n'y a pas de pression sur l'autre à être ceci ou cela, à faire ceci ou cela, ou pas de reproches ou des choses comme ça, du coup, les relations, elles deviennent justes, elles deviennent paisibles, elles deviennent... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des confrontations quelquefois, mais elles peuvent être exprimées. Et c'est... du coup, c'est beaucoup plus léger. Donc oui, je dirais que se reconnecter à soi, ça n'a que des avantages dans la vie, quoi. Que relationnellement, pour tout, la fluidité, tout. Ça aide à tous les niveaux. Donc, combien vous avez d'enfants? 2. C'est un garçon et une fille ou 2 Non, filles? 2 filles. Ouais, 2 filles. Ok, d'accord. Ok. Oui, donc en fait, finalement, ça n'a pas changé votre vie familiale. Enfin, non, ça n'a pas changé votre environnement familial. Il n'y a pas eu de séparation, de revenus. Si, bon, moi, j'ai divorcé quand même. Ok. Oui. Après les 2 dépressions ou... Les 2 dépressions, oui. Avant le burn-out. Ouais. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a bien eu un... Oui. si, quand même. J'avais lu des statistiques où c'était assez important le nombre de séparations après des épisodes difficiles
le style Alors, dépression? moi, je ne mettrais pas ça sous le fait, enfin, si, ça peut être dû à un passage comme ça difficile, parce que oui, c'est confrontant pour la famille, hein, et ça vient déstabiliser un équilibre, hein, c'est évident. Euh, mais en tout cas, pour moi, le divorce a plus été dans euh, quand on rencontre quelqu'un à un instant T, et quand il y a un cheminement qui se fait, donc on va dire le couple, c'est un système qui fonctionne ensemble d'une certaine manière, et quand il y a une pièce du système qui change, il se peut que l'autre voilà, prenne une autre direction. Moi, c'est ce qui est arrivé dans mon cas, mais, euh, mais voilà, je mets plus ça sur le compte de l'évolution intérieure, et qui fait que voilà, ce qui résonne à un moment ne résonne plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre a tort, l'autre qui a pris un bon chemin et l'autre un mauvais chemin. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que il y a deux vérités différentes, donc elles peuvent plus entrer elles peuvent plus cheminer ensemble. Donc c'est juste ça. Oui, d'accord. Il n'y a pas de cause à effet direct, en fait. Non, non. Enfin, pour moi, non. Ok. Et est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours professionnel après le burn-out de 2014? Comment vous avez évolué professionnellement? Alors, faut que je retrouve les. Alors, 2014. Déjà, comment vous êtes dit, je vais Ouais. écrire un livre? Ah, ouais. Avant, vous étiez dans les bureaux, c'est ça, je crois. Moi, j'étais responsable commerciale dans une entreprise d'équipement pour les bateaux. Donc, j'ai fait ça plusieurs années, j'ai quitté, puis j'ai réinvesti l'entreprise en 2012 jusqu'à 2015. Et c'est là où j'ai fait le burn-out en réintégrant. Ce qui était très, très important pour moi en termes d'expérience, et je suis vraiment très contente de l'avoir fait. C'est-à-dire que donc j'ai fait mon burn-out. Je m'en suis vraiment, j'avais pris un mois de vacances l'été, et vraiment, tous les jours, il y avait des méditations. Vraiment, j'ai fait à fond, quoi. Vraiment, vraiment à fond. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pu reprendre le travail en septembre. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, ce qui semblait impossible avant mon départ, alors que bon, voilà, dans le contexte de l'entreprise, tout s'est ouvert. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de moins me déplacer, parce que moi je travaillais à l'export, donc j'avais un boulot qui me demandait beaucoup de déplacements, tout ça. Donc tout s'est réorganisé en fait, et du coup je suis restée 1 an, et j'ai vraiment bien vécu cette année-là. Et ça a été génial pour moi de voir qu'en fait, ça m'a vraiment confirmé que le contexte extérieur, même de l'entreprise, il est, il est le reflet de ce qu'on a dedans aussi. Et là, ça me l'a montré, mais ça me l'a vraiment montré. C'est important, ça. Ouais. C'est-à-dire, alors, je sais que c'est difficile pour la plupart des gens, et ça demande beaucoup de répétition pour accepter à 100% ça. Parce qu'on se croit toujours victime d'un extérieur. Et, et quand on vraiment reprend à 100% notre responsabilité, même l'entreprise qui peut nous maltraiter éventuellement, quand on reprend à plein 100% cette responsabilité, eh bien, et qu'on regarde chez nous, dans notre propre maison, l'extérieur, il se transforme. Soit l'entreprise dans laquelle on est, il se passe des trucs qui font que, miraculeusement, il y a des choses qui se réorganisent pour que ce soit plus facile, plus simple, ou bien il y a une inspiration, un élan à trouver quelque chose ailleurs. Enfin, voilà, après, ça peut être de différentes manières, mais donc voilà, je suis restée jusqu'à 2015, et je sentais depuis un moment que il y avait un élan je savais que mes jours étaient comptés, que
Mais en fait, ça s'est fait. Pourquoi ça s'est fait facilement? C'est que, et ça, c'est un message que j'ai envie de témoigner, c'est être bien maintenant. C'est-à-dire ne pas attendre, je serai bien quand j'aurai quitté mon entreprise, ou je serai bien quand j'aurai rencontré mon amoureux, ou je serai bien quand j'aurai déménagé, ou quand lui, il sera plus sympa avec moi, ou tout ça. Ça, c'est une illusion totale, pure. Et c'est comment je peux être bien maintenant. Et donc, moi, j'étais bien dans cette entreprise, honnêtement, la dernière année. Puis à un moment, eh ben, il y a vraiment eu l'élan, et je peux le dire comme ça. Je suis rentrée un vendredi. Le samedi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui aura changé dans un mois, une semaine, un mois, 6 mois, un an, qui fera que tu vas prendre la décision de quitter cette entreprise et puis de vraiment faire quelque chose qui te nourrit. Et la réponse que j'ai entendue dans ma tête, c'est bah rien. Donc le lundi, je suis allée voir mon boss et puis j'ai négocié mon départ. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai quitté, et à l'époque j'avais suivi une formation en ligne. J'avais suivi une formation en ligne pour justement offrir des formations en ligne, des formations de coaching en ligne. Et notamment, moi, le thème que j'avais choisi, c'était la dépression. Donc, pendant que je travaillais, j'avais monté je faisais les deux en même temps. En fait, j'avais monté un petit programme ça s'appelait le programme Arc-en-Ciel. Donc, c'est comme le livre Ma dépression, mon amour, on va dire, mais c'est un programme audio, vidéo, tout ça. Donc, j'ai travaillé là-dessus, après avoir quitté l'entreprise aussi. Donc là, à ce moment-là, j'ai créé mon site internet, mon blog. Je faisais déjà du coaching parce que moi, je suis formée en PNL depuis quand même, c'est 2006, donc ça fait un petit moment. Donc je faisais déjà un petit peu d'accompagnement comme ça. Et puis l'idée du livre, moi j'ai toujours voulu écrire. C'est pas simplement la dépression qui m'a fait écrire, mais moi j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu. C'est une vraie passion aujourd'hui. L'écriture, ça devient vraiment quelque chose de très central pour moi. On va dire c'est mon mode d'expression le plus naturel. Et du coup, l'idée du livre, elle était là. Je savais que j'allais écrire sur la dépression, mais bon, il y avait un timing. Et donc en 2016, voilà, c'est parti. Au départ, je voulais écrire le livre Ma dépression, mon amour, et puis c'est tout bête en fait. Je suis partie faire un stage d'écriture en Ardèche. Et donc, j'avais commencé quand même à écrire un peu comme ça. Donc, j'avais mon projet d'écriture sur une clé USB. Et en arrivant au stage, en fait, j'ai perdu la clé. Donc, je l'ai pas retrouvée. Et je te raconte ça parce que, en fait, du coup, sur le moment, j'étais un peu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus mon texte, je sais plus là. Et je me suis dit, bon, de toute façon, si tu as perdu ta clé, c'est qu'il y a une bonne raison. Et du coup, laisse faire. Et en Ardèche, j'ai été inspirée de mon roman finalement. Et c'est là où j'ai commencé, à ce retour d'Ardèche, j'ai commencé à écrire Virage, la fin d'une tourmente, donc un roman initiatique. En fait, dans le stage, on nous a demandé d'écrire un petit bout de notre livre. Et moi, comme je savais plus ce que c'était mon livre, je me dis, bon, je vais écrire ce qui me vient. Et j'ai imaginé une conversation entre un sage et une femme. Et voilà. Et donc, j'ai écrit ça, ce dialogue, cette conversation. Et c'est présent dans mon livre, je ne l'ai pas modifié. Et puis, du coup, après, j'ai écrit tout mon roman qui est l'histoire d'une femme qui part voir un sage. Et voilà, dans ce livre, on découvre tout ce qui lui permet de se retrouver, de se reconnecter à elle-même. Et puis, dans la foulée, une fois que ce roman a été écrit,
ma dépression, mon amour, je l'ai écrit en 2 mois, donc juste après, c'est venu tout seul parce que je crois qu'il y avait un livre, enfin, l'accouchement de ce livre-là, c'était tellement présent, j'avais tellement, pour moi, c'était dans ma chair, quoi. J'avais vécu l'expérience, je m'en étais sortie, j'avais appliqué ces outils, donc, je veux dire, tout était, j'ai rien inventé, quoi. C'était facile au niveau de l'écriture, quoi. Voilà. Et puis après, l'écriture, ça s'est vraiment imposé. Enfin, et là, je le vois encore parce que ça chemine hein, tout le temps. Moi, je suis arrivée à Bali en 2020, donc Bonne intuition. juste une semaine avant le confinement, au mois de mars, donc 2020. Mais pour vivre ou c'était juste en vacances? Alors, il y avait, en fait, il y avait un élan. Je crois que ça va illustrer ce que je disais, l'écoute intérieure. C'est-à-dire que, moi, j'avais fait des études internationales, j'ai travaillé à l'export, j'ai toujours adoré voyager, c'est vraiment. Et bon, je me suis mariée pas très tôt, mais bon, j'ai eu mes enfants, etc. Donc, j'ai travaillé à l'export, mais je veux dire, ça s'est fait différemment. Voilà, ça s'est fait différemment. Et il y avait, c'est-à-dire, c'est quand il y a des élans comme ça qui ont été un peu étouffés par les circonstances de la vie, par d'autres choix, etc. Les élans qui sont vraiment forts, qui sont vraiment, ils reviennent, ils s'en vont jamais, en fait, ceux-là. Et moi, j'ai senti en 2019, fin 2019, que ça revenait, mais vraiment, vraiment très, très fort. Donc, il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup voilà, moi, j'étais à Saint-Gilles, j'avais ma petite vie là-bas, etc. Et en même temps, ça poussait très, très fort dedans, quoi. Et puis, ça s'est imposé. Ça s'est imposé. Au départ, je ne savais pas que ce serait Bali. Hein. J'ai su que c'était Bali en février, donc 1 mois avant de partir. Et du coup, voilà, je suis ici maintenant. Je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est vraiment. En fait, j'ai pas à m'inquiéter de ça, de quand, de combien de temps, puisque je sais que je vais avoir l'information à un moment donné. Si c'est plus là, si c'est ailleurs, je sais que je saurai. Donc voilà. Et du coup, là, c'est vrai que maintenant l'écriture. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que je propose. Il y a donc un groupe que j'ai appelé Amusons-nous à être des créateurs conscients. Donc là, c'est vraiment un groupe où on s'entraîne à tout ce que je viens de dire, en fait, parce que c'est de la pratique. Moi, je le vois, ce qui m'a vraiment aidé dans mon parcours, c'est d'être bien entouré et de pratiquer tout le temps. Et pour qu'à un moment, il y a des trucs qui basculent, quoi. Parce que c'est une vigilance au quotidien et que c'est se refaire de nouvelles habitudes, on va dire des habitudes saines. Donc, j'ai créé ce groupe il y a 6 mois maintenant. Donc, c'est la première saison, on va dire, j'en sais rien. Donc, voilà, il y a toujours les. Mais au départ, c'est parti d'une idée comme ça un peu. Puis, moi, j'ai lancé ça et c'est vraiment chouette ce qui se passe dans ce groupe. Donc, je pense que je vais relancer un groupe au mois de juin, un nouveau groupe au mois de juin. Et puis là, ce qui s'est imposé, c'est d'aider les gens qui veulent écrire un livre, en fait, qui ont une histoire à déposer. Donc là, le groupe, il commence dimanche, donc dans quelques jours. Et donc, sur 3 mois, voilà, ça va être aussi du coaching en ligne. Hein, donc, je vais accompagner un groupe de personnes qui veulent accoucher de leur histoire, on va dire. Donc, ça, c'est mon activité. Je fais quelques séances ponctuelles de coaching voilà, individuelles avec des gens qui ont, on va dire, qui sont ouverts à cette idée qu'on est responsable de notre vie. Hein, je fais plus trop
on va dire, voilà, moi, ce qui me motive, c'est d'accompagner des gens qui ont déjà cette, on va dire, même s'ils sont pas 100% dedans, qui ont déjà qui sont OK avec ça. Oui. Au La moins possibilité mentalement. d'y croire. Voilà, c'est Ok. ça, au moins mentalement. Mm. Et puis voilà, il y aura sans doute d'autres livres qui vont s'écrire. Vous en avez écrit d'autres, non? En Oui, tête, je vois une liste de 4 ou 5. ouais, oui, il y en a 4. Il y en a 4. Ok. Il y a la suite de Virage, donc que j'ai écrit l'année d'après, donc du roman initiatique. Mm. La suite, elle est vraiment consacrée. C'est toujours l'histoire de cette femme, mais c'est plus sous l'angle des relations amoureuses. Hein, donc, c'est vraiment autour de tout ce qui est dépendance affective, autonomie affective. Enfin, c'est le retour à l'autonomie affective, on va dire. Voilà. Et puis, un petit manuel que j'avais écrit là pour l'entourage. Donc, petit manuel Mm. à l'usage de l'entourage pour les gens qui sont en dépression. Intéressant. Je ne l'ai pas parcouru. C'est un tout petit ouvrage Okay. qui est complémentaire de ma dépression, mon amour. Ok. Et oui, je pense que je vais avoir peut-être une ou deux dernières questions. Justement, c'était par rapport à l'entourage, parce que comme c'est un podcast de prévention, je pense qu'il y aura aussi des gens qui connaissent des gens qui sont en burn-out ou qui pourraient en faire un ou qui en ont fait un. Et quels conseils vous avez pour l'entourage, en fait? Le premier, c'est vraiment veiller à ne pas vouloir sauver l'autre. C'est-à-dire, c'est être un contenant aimant avec l'autre, faire de l'environnement un contenant aimant, mais ne pas chercher à sauver l'autre. Parce que à partir du moment où l'entourage se met dans cette position de vouloir sauver l'autre, et je sais que c'est difficile, hein, je dis pas que c'est facile, à partir du moment où l'entourage se met dans cette posture de vouloir sauver l'autre, forcément, il met l'autre en position de victime. Ça ne peut pas être autrement. Donc, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est imaginer cette personne avec toutes les ressources. Imaginez cette personne le plus possible, capable de s'en sortir, de reprendre le goût à la vie. Imaginez-la, visualisez-la, imaginez qu'elle a toutes les ressources, qu'elle est aidée, vraiment, 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 vraiment. Donc ça, c'est une première chose. Je trouve que ça, c'est très aidant. La deuxième chose, c'est quand on est en dépression, en burn-out, souvent on est coupé de notre corps. Donc tout ce qui va aider la personne à être dans son corps, plus que dans sa tête, voilà, et essayer de l'inviter, même si c'est faire 500 mètres dehors, tout ce qui va faire qu'elle va s'asseoir sur un tapis et puis elle va lever les bras comme ça, ne serait-ce que ça, tout ce qui va la reconnecter à son corps, lancer-lui des petites perches, des petites invitations pour ça, ce sera vraiment aidant parce que ça va faire passer de la tête à reprendre les sensations du corps, parce qu'on se coupe du corps. Et puis, valoriser au maximum, mais sans être dans la flagornerie de ma pauvre petite et tout ça, parce que ça, c'est encore prendre l'autre comme une victime, mais valoriser ses petits pas, ses efforts avec bienveillance, montrer-lui aussi les petits pas qu'elle parcourt, pointez-les, parce que quand on est en dépression, on voit le chemin à parcourir encore pour se sortir de là, mais on voit pas les petits pas qu'on fait au quotidien. Donc, en tant qu'entourage, vous pouvez l'aider à lui montrer,
Et enfin, dernière chose, enfin il y en aurait plein, mais là ça me s'exprime bien spontanément, c'est peut-être aussi alors lui montrer en fait ce qu'elle a déjà, montrer, lui ouvrir cette porte de la gratitude en fait, sur des petites choses. Hein. Faites-lui observer parce que pareil, elle peut pas voir, elle a du brouillard en fait devant les yeux. Donc aidez-la à voir, ce qu'elle a. Ce serait être soi-même rayonnant, en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est complètement ça. C'est parce que le risque pour l'entourage, c'est s'éteindre avec. Hein. C'est de s'éteindre en même temps que l'autre. Hein. Parce que ça impacte hein, forcément quand on a quelqu'un qui va pas bien à côté de nous. Voilà, c'est très facile de se laisser absorber par la négativité, tout ça. Donc oui, c'est ça, Mathilde, ouais, rayonner. Et est-ce que vous seriez d'accord pour parce que vous savez maintenant il faut communiquer sur Instagram, c'est plus. En fait, j'ai une page Instagram et là je fais des vidéos cette semaine, des très courtes vidéos avec des images. Et est-ce que je peux vous filmer comme ça? Je sais pas si vous voyez. Oui, mais même de toute façon, vous allez avoir l'enregistrement. Hein. Mais oui, oui, mais... Ah oui, d'accord. Ok. Passez coucou. Je comprends. Je comprends. Voilà, là ça tourne. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire coucou? Super. Parce que je découvre que la communication, ça a évolué et que les newsletters, c'est bien, mais malheureusement, on ne touche pas les personnes forcément qu'on a envie de toucher. Donc, c'est sûr. Ouais. Est-ce que vous voyez quelque chose, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, peut-être un autre message fort, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Oui, j'ai quelque chose qui me vient là. Et ça m'est venu il y a une semaine là, quand j'ai discuté avec j'ai fait la rencontre d'un Balinais dans un restaurant qui servait. Puis du coup, on a tellement connecté qu'il a passé 2 heures avec moi au lieu de servir ses clients. Et à un moment, il me dit, mais comment je peux savoir si c'est ma tête qui me parle ou si c'est mon cœur qui me parle? Et moi, honnêtement, c'est une question que je me suis posée depuis toujours et j'avais jamais eu vraiment de réponse claire. Et là, il y a une réponse qui m'est arrivée suite à sa question. Et quand je lui ai dit, en fait, ton cœur ne te dira jamais quelque chose de négatif sur toi-même ou sur quelqu'un d'autre ou sur une situation. Jamais. Ton cœur, son seul dictionnaire, c'est paix, amour, joie. Donc, à chaque fois que tu entends dans ta tête une voix qui n'est pas dans ce registre-là, tu peux être sûr que c'est ta tête et que c'est pas ton cœur qui te parle. Et c'est très simple, en fait. Excellent. Voilà, c'est le petit message que j'avais envie de passer. Okay. Et puis, il y a un deuxième aussi, parce que vraiment, ça me tient à cœur. C'est moi, si je peux inspirer sur une chose, c'est que on a tout en nous, quoi. Mais tout le monde, hein, même le plus grand des meurtriers, quoi. Donc, il y a vraiment à faire confiance, même si on ne le sent pas tout de suite. Même si tout est chaotique dans nos vies, même si on est au 36e dessous, ayez conscience qu'il y a toujours une petite lumière qui est allumée dedans, tout le temps. Sinon, vous seriez mort. Et encore, la lumière, elle ne s'éteint pas quand on meurt. Mais ça, c'est juste pour donner une image. Mais voilà, la lumière, elle est là tout le temps.
Et dans ces moments de grand découragement, et je sais que beaucoup de gens traversent ça en ce moment aussi, d'impuissance, de tous ces sentiments-là qui sont mêlés, le fait vraiment de se rappeler ça chaque jour, qu'il y a, même si c'est pas ressenti, même si c'est pas vu, même si voilà, le simple fait de s'en rappeler, de s'ouvrir à cette possibilité que c'est là, eh bien ça ouvre ça va ouvrir des merveilles. Et moi aujourd'hui, c'est là, je pense qu'il va y avoir des changements aussi pour moi. Je pense que je vais être amenée beaucoup plus à. Je pense qu'il va y avoir un nouveau site, une nouvelle page Facebook. Je ne sais pas quand, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Parce que moi, j'ai vraiment à cœur de partager ça. Je le fais déjà beaucoup, mais je sens que ça a besoin en ce moment d'être diffusé beaucoup plus largement parce que voilà, on est tous très très puissants, mais on ne le sait pas en fait. Donc c'est vraiment de sortir de cette impuissance, de cette victimisation et de vraiment reprendre notre plein potentiel, notre plein pouvoir, quoi. Pourquoi pas une chaîne YouTube? Comment? Pourquoi pas une chaîne YouTube, justement? Oui, j'en ai une déjà, mais c'est vrai qu'elle est pas. J'ai pas énormément de vues. Enfin, je publie pas trop. Enfin, j'en ai publié beaucoup par le passé des vidéos, mais là, plus trop maintenant. Mais bon, voilà. Je pense qu'il va y avoir des petits changements comme ça dans les. Ok, super. Voilà. On va s'arrêter là parce que je vais avoir des choses à faire après. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant et instructif et profond. Et, merci pour le partage.